Oui, je pense que pour comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire pourquoi les lignes ont bougé aussi vite, il faut commencer par l'Italie. Il s'est passé quelque chose d'inédit en Italie et qui n'était pas prévu par, on va dire, la domination impériale, qui est qu'un mouvement de gauche libertaire, le mouvement 5 étoiles, a réussi à s'allier à un mouvement issu du néofascisme italien, la Liga, pour exercer le pouvoir ensemble. Pour comprendre ce que ça représente comme alliance, comme tandem inédit, qui d'ailleurs ressemble un peu à ce qu'on essaye de faire nous à ER, ou ce qu'on aimerait qu'il arrive grâce à ER, c'est-à-dire Gauche du travail, droite des valeurs, mouvement transcourant. C'est comme si en France, Le Pen et Dieudonné avaient décidé de travailler ensemble politiquement. Et si on veut pousser plus loin encore l'analogie, en Italie, ce rapprochement du mouvement 5 étoiles et de la Liga a pu se faire par la médiation discrète de Berlusconi. Et c'est un peu comme si en France, Bernard Tapie avait aidé à la rencontre et à la réconciliation de Dieudonné et de Le Pen. Donc c'est quelque chose d'incroyablement nouveau et dangereux pour l'oligarchie qui domine par on va dire, l'auto-alternance bipartite, un coup à gauche, un coup à droite, social-démocratie libérale, libéralisme social-démocrate, hein, bonnet blanc, blanc bonnet. Et ça a produit un effet sur la France qu'il faut comprendre par la conférence qu'a donnée Attali, je crois, au mois de juin à Aix-en-Provence, j'en ai déjà parlé. Attali, après avoir dit pendant des années de manière très arrogante que désormais on devait considérer les nations comme des hôtels. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein ? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que sinon, les clients s'en iront. En comprenant bien que lui, c'était le client de l'hôtel, voire d'ailleurs même le copropriétaire de l'hôtel, et pas celui qui faisait les lits et qui nettoyait les salles de bain. Donc il était un peu dans une logique, on va dire, de fin de l'histoire, c'est-à-dire les nations s'étaient réglées et les frontières s'étaient tombées et les nomades de l'hyperclasse pouvaient effectivement se permettre absolument ce qu'ils voulaient. Si on continue à dire dans notre pays des phrases aussi absurdes que les Français ne se sentent plus chez eux, la France est morte. Parce que la France ne peut pas être simplement réduite à ceux qui sont français. Il se trouve qu'à cause de l'invasion migratoire et du phénomène des migrants, et aussi à cause de la casse sociale qui est le résultat du néolibéralisme mondialisé, il y a ce qu'on appelle un sursaut des peuples, c'est-à-dire un néo-nationalisme. Et Attali, qui est quelqu'un d'intelligent et de raisonnable, a compris donc que ce n'était pas la fin de l'histoire, que les nations n'étaient pas seulement des hôtels, ou n'étaient pas devenues intégralement des hôtels, et qu'il fallait aujourd'hui tenir compte, on va dire, de la réaction du sursaut nationaliste et identitaire. Et donc sa proposition, c'est de dire le nationalisme est incontournable. Ce qu'il faut donc, c'est que nous investissions ce nationalisme et que nous l'incarnions nous-mêmes. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Ce manichéisme entre nationalisme et globalisme qui est une erreur terrible. Donc je crois que la première des choses, c'est ça, c'est-à-dire considérer que la nation ne doit pas être abandonnée aux nationalistes. Il faut un nationalisme sans nationalistes, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'agenda Zemmour de la rentrée. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et donc, Macron, lui, avait été élu sur une toute autre ligne qui n'avait pas anticipé sur la déflagration italienne. C'est-à-dire que Macron avait été élu sur la ligne inverse de la ligne Valls. Je rappelle que Valls espérait arriver au pouvoir, on va dire, par la lutte contre le terrorisme. Nous devons cette vérité à nos peuples. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Et lui, c'était le mondialisme, on va dire, américano-sioniste, par la lutte contre un terrorisme islamiste radical entièrement géré par l'empire américano-sioniste. Hein. Et cette tendance dure, c'est-à-dire ce mondialisme par Daesh, on va dire, a échoué. Et celui qui a été validé, ça a été le mondialisme par la voie douce, qui était le mondialisme LGBT, c'est-à-dire non pas par le choc de civilisation,
mais par la décadence des mœurs. Macron a été élu sur cette ligne-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le danger, c'était à cause des primaires que Fillon avait gagné la primaire à droite, et que Fillon, c'était, avec De Castries derrière et d'autres, c'était la bourgeoisie française catholique sur une ligne un peu manif pour tous, en plus assez proche de Poutine au niveau politique étrangère, et qui, compte tenu de la dédiabolisation progressive et de l'évolution de la ligne du Front National sur la ligne Collard et Ménard, aurait produit à terme, on va dire, une cogestion de la France au niveau local par la droite bourgeoise catholique pro-russe et une ex-extrême droite également, on va dire, bourgeoisie identitaire néo-traditionnelle également pro-russe. Et ça, le pouvoir impérial incarné par, on va dire, par Attali, ne le voulait absolument pas. Donc ils ont fabriqué Macron de toutes pièces à partir de rien, et j'avais bien dit dans mes vidéos que je tournais à l'époque des élections que Macron n'était rien du tout et qu'il terminerait d'ailleurs 4e du premier tour. Je pense que les gens ont dit que je m'étais trompé. Je pense pas que je m'étais trompé. J'avais sous-estimé, comment dirais-je, la dictature dans laquelle on est et la capacité de manipulation, soit par le big data, soit par la manipulation à l'ancienne des fichiers électoraux, des cartes d'électeurs et du dépouillement. J'avais sous-estimé comment dirais-je, la capacité de manipulation du pouvoir. Donc Macron a été élu comme candidat du centre en déglinguant à la fois la gauche traditionnelle, c'est-à-dire le PS, réduit à une portion congrue avec Hamon, et à la fois la droite qui, de toute façon, se retrouvait affaiblie par le fait qu'elle était restée assez centriste et elle se faisait tailler des croupières de plus en plus par un front national qui était à la fois social et identitaire et qui incarnait beaucoup mieux les aspirations de la droite que la droite officielle. Donc finalement, Macron a pris le pouvoir au centre, ce qui n'existe jamais en France. La France, c'est le centre, c'est les radicaux valoisiens, c'est le parti radical, c'est ce qu'on appelle le mystère des voix centristes, c'est 2%. C'est ce qu'avait essayé de faire Bayrou avec le MoDem, et vous voyez bien que ça lui a été interdit, après qu'on l'ait fabriqué comme troisième homme pour bouffer Le Pen à la présidentielle. Après, il a été interdit d'incarner une espèce d'option de pouvoir au centre et par le centrisme. Donc en fait, Macron est arrivé au pouvoir sur un coup d'État, sur un braquage, sur un coup de bluff, avec beaucoup de manipulation, mais sur quelque chose qui n'a pas comment dirais-je, de fondement profond, qui s'appelle la République en marche. Et il se trouve qu'avec effectivement les événements italiens, Macron s'est retrouvé totalement en décalage par rapport à la réaction nécessaire que doit avoir l'Empire par rapport au néonationalisme et à ce néonationalisme profondément identitaire. On voit bien que Macron, lui, la manière dont il a géré à l'Élysée la fête de la musique, ou la manière dont il a géré la victoire de l'équipe de France de football, ou la manière dont il s'est comporté de façon quasiment délirante à Saint-Martin, on voit bien qu'il est sur une ligne LGBT, oui, limite gay, pro-migrant, et que c'est plus du tout la tendance souhaitée à la fois par le pouvoir et par les aspirations profondes du peuple. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est passé à un moment donné pendant cet été l'affaire Benalla, qui était une entreprise de déstabilisation de Macron, puisque maintenant tout fonctionne par déstabilisation médiatique. On l'a vu, Fillon a été flingué par la déstabilisation médiatique. Aujourd'hui, on est en train de flinguer plus ou moins Mélenchon par la même chose. Aujourd'hui, quand on veut flinguer un homme politique, il suffit simplement de monter une opération de propagande contre lui. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la presse n'est pas du tout un quatrième pouvoir. Enfin, les médias ne sont pas un quatrième pouvoir. Ils appartiennent essentiellement à des banquiers et à des marchands d'armes qui travaillent main dans la main. Et si pour pousser un peu plus loin, on voit que Drahi a à peu près racheté la quasi-totalité de la presse et de ce qui fait donc les mouvements d'opinion et la manipulation de l'opinion. Donc Macron, c'est là où il devient intéressant, c'est que prenant en pleine gueule le retournement d'Attali, puisque Attali l'avait fait, et Attali a décidé peut-être pas de le défaire dans un premier temps, mais de lui faire comprendre que la ligne politique avait changé. La réponse de Macron sur l'affaire Benalla a été de dire le responsable c'est moi, venez me chercher. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. C'est-à-dire, je suis président de la République et j'ai un certain pouvoir et je compte l'exercer. Là, ce qui est marrant, c'est le côté folle qui s'énerve et ça devient intéressant. C'est-à-dire que ne comprenant pas qu'il n'est pas grand-chose et qu'il a été fabriqué de toutes pièces, il s'énerve et il résiste. Là, je rappellerai que la Ve République, qui est un système présidentiel au suffrage universel direct fabriqué par De Gaulle, est un système qui donne au président de la République française le plus de pouvoir de tous les présidents de toutes les démocraties occidentales.
C'est-à-dire que quand on est président de la République en France, on a réellement un certain pouvoir. Et c'est là aujourd'hui que ça devient intéressant, c'est que Macron est replié dans son bunker de l'Élysée. On peut le constater, il a même plus de ministre de l'Intérieur, puisque les trois ministres importants qui prouvent que vous avez du pouvoir et qui peuvent permettre de comprendre les réseaux de pouvoir, c'est le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Intérieur. On voit que Collomb, qui est un haut gradé de la maçonnerie, l'a lâché. Alors que dans un premier temps, d'ailleurs, Macron avait refusé sa démission, ce qui est assez rare aussi. Macron n'a pas réussi à trouver de remplaçant comme ministre de l'Intérieur. Il a nommé finalement un de ses proches qui n'a absolument pas le profil et qui n'a pas de réseau, Castaner, là, qui prouve qu'en fait, personne n'a accepté le poste. Une dimension amoureuse. Tels sont ces mots pour décrire sa relation avec Emmanuel Macron. Christophe Castaner, l'homme du président. Le grand public ne l'a vraiment découvert qu'en 2017, comme porte-parole de la campagne victorieuse. Avant, il était un second couteau du PS. Ce qui veut bien dire qu'il y a un message qui a été envoyé, à mon avis, par les loges de gauche et de droite, c'est plus personne ne doit aller aider l'insoumis Macron. La réaction de Macron, finalement, face à une catastrophe qui s'annonce, qui est son effondrement aux élections européennes, c'est dans un premier temps, d'essayer avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire la haute main qu'il a sur la justice, c'est pas sur le siège, mais sur le parquet, qui dépend entièrement du pouvoir politique, c'est d'aller flinguer le type qui risque de lui tailler le plus de croupières, qui est effectivement Mélenchon, puisque Macron s'étant fait élire sur un programme assez flou, mais qu'il prétendait centriste. Aujourd'hui, comme sa fonction de banquier est de saigner les Français pour payer les intérêts de la dette, il est allé saigner, comme à chaque fois ceux qui ont les moyens d'être saignés, les classes moyennes et les seniors notamment, et qui va se prendre un vote de contestation, à mon avis, assez important à gauche sur la question sociale, et même d'ailleurs aussi à droite sur la question identitaire, parce qu'en fait, il est défaillant sur les deux questions. Moi, je ferai un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Dans la Ve République, on a pu remarquer que François Hollande était le premier président qui ne s'était pas représenté, ce qui est déjà, c'est une première, tellement il savait que ça allait être une catastrophe pour lui. Et d'ailleurs, je crois qu'on lui a même intimé l'ordre de ne pas se représenter. Et je pense qu'avec Macron, pour aller un cran plus loin, ça sera peut-être, voire sûrement, le premier président de la Ve République qui ne finira pas son mandat. Car je rappelle qu'il est là depuis à peine 1 an et demi et que déjà tous les signaux sont au rouge. Signaux sur la question identitaire, sur la question sécuritaire, sur la question économico-sociale. Et que, en plus, comme je l'ai dit, il n'a pas de réseau derrière lui. Il est la résultante d'un coup de poker fomenté par des gens qui aujourd'hui ne le voient plus comme le poulain idoine compte tenu effectivement de l'évolution de ce qui se passe dans l'Union européenne, notamment en Italie et aussi d'ailleurs en Allemagne. On verra qu'il y aura un effet domino de l'Italie sur l'Allemagne, comme ça s'est déjà passé d'ailleurs à une certaine époque, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Soit Macron sera à un moment donné poussé à démissionner, c'est possible, on peut par une affaire de mœurs, parce que c'était déjà ça en filigrane, je pense, l'affaire Benalla. Soit on peut imaginer pire, comme on voit que Macron a une espèce de jouissance, c'est son côté négociateur en fusion-acquisition. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Lui, il adore aller au contact des grévistes en souffrance ou même des paysans et même se frotter à des délinquants comme on l'a vu à Saint-Martin. Ce qui veut dire à un moment donné que compte tenu de l'intelligence de l'État profond et de son savoir-faire, je me rappelle de la manière dont Bousquet avait disparu très opportunément juste la veille du procès Pelat, pour ceux qui se souviennent. C'est dans une chambre de cet hôtel des Lilas que les policiers sont venus arrêter Christian Didier. Il n'a opposé aucune résistance. Moins de 4 heures auparavant, à 8h45, cet homme au polo rouge s'est présenté ici, au domicile de René Bousquet. Lorsqu'il sonne à l'interphone, il prétexte avoir une convocation de justice à remettre à l'ancien secrétaire général de la police sous le régime de Vichy. Mais quand René Bousquet ouvre la porte de son appartement, il a une arme dissimulée sous un journal. Il tire immédiatement. René Bousquet est atteint par 4 balles de 9 mm. On pourra mettre un petit lien. On pourrait imaginer qu'à un moment donné, le président Macron, qui se croit très séducteur, aille au contact de paysans en colère ou d'ouvriers désespérés et qui se prenne
soit un coup de 12 ou alors même un coup de schlass d'un jeune migrant donc il aura trop serré dans ses bras du côté de la porte de la chapelle et donc on peut imaginer une fin tragique pour Macron, hein, on peut. Comme j'ai déjà beaucoup parlé de Zemmour dans les vidéos précédentes, si je veux résumer le rôle de Zemmour, eh ben c'est simple, c'est que Zemmour c'est l'anti-BHL. Pour reprendre une expression de Lampedusa, là, de l'auteur du Guépard, c'est tout changer pour que rien ne change. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. C'est-à-dire que les gens sont excédés par, on va dire, l'idéologie BHL. Hein. Je vous rappelle que BHL, son livre, c'était l'idéologie française qui nous expliquait que la France était intrinsèquement antisémite et fasciste. Oui, je sais maintenant que la France de ma culture, la France de ma mémoire, est aussi une France noire. Je sais son visage d'ordure, la ménagerie de monstres qui y habitent, et ces paysages étranges où s'ouvrent parfois, en pleine lumière, des gouffres abominables. Je sais sa voix d'outre-brume, grinçante, meurtrière, et qui sonne si juste, pourtant, je les assédie, le plus incomparable de nos patois. Et ne saurais-je que cela, que j'aurais déjà beaucoup appris. Et, par exemple, à ne plus annoncer le rituel et magique, fascisme ne passera pas, sans en observer les premiers pas au lieu où il est déjà passé, où il n'a même pas eu à passer, puisqu'il y a toutes ces dynasties, où il n'aura même pas à revenir, puisqu'il ne les a, en réalité, jamais désertés tout à fait. Donc ça consistait à insulter le peuple de France, à le traiter de raciste, de collabo et de colon. Et aujourd'hui que les Français sont excédés, Zemmour arrive avec son nouvel opus qui s'appelle Destin français, pour nous expliquer qu'en fait la France est intrinsèquement juive et sioniste. Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à son tour le modèle d'Israël. Mais leur temporalité se désaccorde. Israël est aujourd'hui la nation que la France s'interdit d'être, la nation farouche, sûre d'elle-même et dominatrice, pour qui la guerre est la continuation naturelle de la politique, pour qui la gloire des armes est une forme suprême d'art. Tsahal renoue avec l'enthousiasme des soldats de l'an 2, et l'audace de ses jeunes officiers rappelle celle des généraux des armées du Rhin ou d'Italie. On est passé de l'idéologie française à la nouvelle idéologie française, de BHL à Zemmour, et tout ça dans le but de renouveler le bail de la domination communautaire. Je rappelle voilà que Zemmour, c'est un sioniste, il est membre de sa communauté, il pratique, il est marié dans sa communauté, et c'est pas Gilad Atzmon. By talking to you, I'm committed to myself. I fulfill my role as a person who believes in freedom of thought. I think that the most important thing, the most important aspect of Western culture, as I see it, is the Athenian ability to discuss things openly. Aletheia. En fait, les médias dominants, par un jeu, on va dire, de censure promotionnelle assez grossier, et tous les politiques à la botte, nous invitent aujourd'hui à continuer à marcher derrière la même communauté dominante, à la fois infiniment minoritaire statistiquement, mais infiniment dominante en termes de réseau de pouvoir, à marcher toujours derrière elle, non plus via Bernard-Henri Lévy, mais via Éric Zemmour. Le passage finalement de la domination BHL à la domination Zemmour, c'est le passage de la guerre internationale à la guerre civile. C'est-à-dire que nous, BHL était pour toutes les guerres qui, à l'extérieur de la France, la guerre de Yougoslavie, donc l'éclatement et la dislocation de la Yougoslavie, les guerres d'Irak 1 et 2, la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, et récemment la catastrophique guerre en Libye, qui, je le rappelle, explique et la cause, l'effondrement de la Libye, de toute l'invasion migratoire que nous subissons en ce moment et que Éric Zemmour déplore. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon
pour Israël. Et Zemmour, lui, travaille à la guerre civile, puisqu'il dit que la France est un pays de guerre civile, que nous n'échapperons pas à la guerre civile. Si on voulait résumer l'histoire de la France, c'est l'histoire des guerres civiles. Et que cette guerre civile aura évidemment lieu entre Français de souche chrétiens, auxquels il s'associe bien évidemment, très légitimement, et Français musulmans, et que d'ailleurs le logiciel profond de la France depuis les Gaulois, vous le savez avec la guerre des Gaules de César, c'est la lutte des Gaulois contre les musulmans, vous le savez très bien. Clovis, le mérovingien, avait fait du peuple franc le plus puissant d'Occident. Son lointain successeur, Charlemagne, héritier de la nouvelle dynastie des Carolingiens, avait combattu victorieusement les Sarrasins, les ennemis mahométans. C'est dans la chronique relatant la victoire de Charles Martel à Poitiers en 732 contre les Arabes que le mot « Europe » fut inscrit pour la première fois dans un texte. L'Europe médiévale comprend qu'elle est avant tout chrétienne parce qu'elle refuse de devenir musulmane. Les Francs, de Charles Martel à son petit-fils Charlemagne, tirent leur gloire et leur domination sur l'Occident de ce qu'ils prirent victorieusement la tête du combat contre l'islam. Éric Zemmour, Destin français. Là, c'est assez intéressant parce que c'était une provocation d'ailleurs avec une victime qui était une petite noire qui d'ailleurs a gerclé de l'émission. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte Vous me laissez à la parler. France. Donc l'histoire des prénoms, c'est assez grotesque parce que le problème n'est pas de savoir si comment dirais-je, le grand remplacement qui s'opère en France en ce moment, qui est un peu abusif comme terme, mais on peut parler de grand métissage, va être réduit en transformant le prénom de Babacar en Marcel. Les Français se plaignent qu'il y a, je vais le dire vulgairement, trop de Noirs et trop d'Arabes en France. C'est pas parce qu'on va leur donner des prénoms gaulois que ça va y changer quelque chose. Et je dirais même pire que ça, c'est que Zemmour nous fait le coup là de l'assimilation Troisième République. Normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Genre, le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas assimilés. Je pense que l'assimilation a à voir avec une question de proportion. Tant qu'ils rentraient en France de souche, je dirais pas France éternelle, mais en France française, des migrants en très petit nombre, l'assimilation était une très bonne stratégie. Mais dès lors qu'il y a une déferlante migratoire, dangereuse, il faut absolument sortir de l'assimilation et même passer au communautarisme intégral. Parce que le communautarisme permettra un jour la remigration. Et je veux dire, c'est là qu'on voit que la pensée dialectique est quand même la pensée la plus sérieuse en politique. De même qu'on pouvait être pour l'assimilation quand les flux migratoires est très très faible, c'est une question de statistiques. Aujourd'hui, quand ils deviennent dramatiques, il faut passer à une volonté, à une politique communautaire, puisque ce qui peut sauver la France du métissage et même du grand remplacement, c'est le communautarisme. Il faut absolument que les musulmans restent entre eux, il faut absolument que les Africains, parce qu'on mélange d'ailleurs toujours les deux, restent entre eux, pour qu'il y ait le moins de métissage possible, donc pour pouvoir sauver, là je me mets du point de vue des adeptes de Zemmour, pour pouvoir sauver la France blanche éternelle et chrétienne, et qu'on puisse un jour opérer à la remigration, c'est-à-dire en attendant, c'est le principe des ghettos. Je veux dire, là aussi, on pourrait, si on comprend ce qu'a été l'assimilation telle que l'ont théorisé les juifs assimilationnistes du 19e siècle, l'assimilation a fait bien plus de mal pour le passage sous contrôle de l'Europe chrétienne que le ghetto. Il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive qui est né au XVIIIe siècle qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là est Moses Mendelssohn et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur, être plus catholique que les catholiques. Donc c'est une double manière de critiquer Zemmour dans son propre camp, parce que moi ce qui me consterne aujourd'hui c'est que la bêtise des Zemmouriens identitaires de droite est à peu près aussi colossale que la bêtise des antifas de gauche. C'est vraiment un mec genre vraiment charmant, genre extrêmement gentil, tout ça. Pourquoi Éric Zemmour ?
parce que il a un discours qui correspond à mes idées, c'est-à-dire moi je suis royaliste. C'est un de mes intellectuels favoris, il a une érudition qui est quand même vraiment très importante si on compare aux autres soi-disant intellectuels d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de lui pour garder l'identité de la France. C'est une idée très importante aussi et très fine, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande vogue et mode, on le voit d'ailleurs aussi au Brésil, du retour d'une droite identitaire, qu'on estime être réactionnaire, raciste. Année après année, Jair Bolsonaro multiplie les déclarations polémiques. Dans une interview au magazine Playboy, il déclare qu'il serait incapable d'aimer un fils homosexuel. « Je préférerais qu'il meure dans un accident », poursuit-il. Des dérapages fréquents, des discours sans filtre, comme ce jour où il promet à la télévision de remettre de l'ordre au Brésil, peu importe les méthodes utilisées par les policiers. S'ils tuent 10, 20 ou 30 personnes avec 10, 20 ou 30 balles dans la tête chacun, ils doivent être décorés et pas poursuivis. Il est absolument explicitement misogyne, raciste, homophobe, antidémocratique. Et ça permet en fait, sous prétexte de faire du sociétal identitaire, de cacher que sur le plan social, on continue, comment dirais-je, la casse néolibérale, les privatisations et les dominations impériales. Un programme libéral, voire ultra-libéral. Pour lui, le principal problème du Brésil aujourd'hui, c'est sa dette. Autour de 1300 milliards d'euros. Du coup, tout dans son programme est fait pour alléger cette dette. Cela passe d'abord par des privatisations massive. Il compte privatiser pas moins de 150 entreprises. Cela passe aussi par des baisses de dépenses avec une baisse du nombre de fonctionnaires. Et puis enfin, il compte s'attaquer à un gros dossier qui est la réforme des retraites. Une retraite qu'il veut faire passer à un système par points et il veut aussi allonger l'âge de départ à la retraite. Et de même qu'à gauche, le sociétal par le LGBT cache effectivement le social, et un social toujours pareil, casser l'État-providence, casser les protections, casser le partage du travail et des richesses. Il y a exactement la même chose à droite sur la question identitaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça promeut le libéral. À gauche par le LGBT et à droite par le racial, par le racial et l'identitaire, et à gauche par le féminisme et le LGBT. Mais dans les deux cas, que ce soit d'ailleurs Macron ou Zemmour, on ne parle jamais de la question sociale. Et effectivement, pendant que on discute entre Macron et Zemmour de la question identitaire et des migrants, on continue de vendre les bijoux de la couronne de la France, ses aéroports, ses ports, tout ça pour, je vous le rappelle, payer les intérêts de la dette. Malgré les vives critiques de l'opposition, les députés ont validé en première lecture le projet de loi prévoyant le transfert au privé de la majorité du capital de la Française des Jeux. Actuellement, l'État détient 72% du capital. Une participation qui devrait passer à 20% dès 2019. Pour le groupe Aéroports de Paris, l'Assemblée nationale a autorisé l'État à vendre une partie ou l'intégralité des actifs qu'il détient dans l'entreprise, soit un peu plus de 50%. Avec ces cessions, l'exécutif prévoit d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros, destiné à contribuer au désendettement de l'État. Et après, il faudrait revenir à ce qu'est la dette, et ce que sont les intérêts de la dette, et où tout ça finit. Et tout ça finit dans les poches du pouvoir bancaire mondial qui, comme je l'ai dit, n'est ni à la Mecque, ni à Rome, ni à Paris, mais à Wall Street et à la City. Voilà. Et qui tient Wall Street et la City ? Je vous laisse le conclure. Et je fais remarquer que Zemmour, c'est un sujet dont il ne parle jamais. Et quand je lui demande d'en parler, il ne sait pas quoi dire. Alors c'est assez compliqué de comprendre pourquoi Zemmour se rend à la grande synagogue de la Victoire pour expliquer à sa communauté qui passe sur la tête qu'il faut absolument réhabiliter Pétain. Je comprends qu'il y en a qui ont du mal parce qu'ils ont vécu l'époque, etc. Quand vous dites vous ne faites plus de l'histoire, est-ce que vous croyez que les historiens aujourd'hui n'ont pas d'objectif idéologique et politique ? Ils en ont tout autant. Donc et quand ils creusent cette séparation entre Pétain et De Gaulle, quand ils font de Pétain un monstre et quand ils font de Gaulle un dieu, ils ont un objectif politique que vous avez déterminé. Briser les deux droites.
Ça, c'est prendre acte d'une rupture que vous voulez effacer. Non, oui, je veux l'effacer parce que c'est la gauche qui l'a inventé. Mais vous voulez effacer le 18 juin 40. C'est la gauche qui l'a inventé parce que ça vous arrange. Mais non, vous vous rendez compte que ça vous arrange parce que la droite est divisée. C'est d'ailleurs le credo de Zemmour depuis 20 ans. Quand il s'adressait à Le Pen il y a déjà des années, il était déjà dans l'idée de l'union des droites. Est-ce que vous ne regrettez pas votre attitude dans les années 80, vos bons mots qui vous ont un peu mis à la marge de la société politique française et qui vous ont empêché de rentrer dans une grande alliance à droite? C'est-à-dire que Zemmour, finalement, c'est un journaliste de droite du Figaro, c'est un juif de droite, qui s'agace que grâce à la stratégie mitterrandienne mise en place dans les années 80, la gauche, qui est minoritaire en France, gagne les élections, puisque aussi bien à gauche, la gauche, on va dire social-démocrate, a le droit d'accepter comme force d'appoint les voix d'extrême gauche, à droite, par ce qu'on appelle l'arc républicain et l'interdit Lucas du Ben Aibrit, la droite traditionnelle libérale n'a pas le droit d'accepter comme force d'appoint les voix dites de l'extrême droite. Or, si Zemmour se bat pour la réhabilitation de Pétain, c'est que si on admet que Pétain, en fait, c'est non pas, comment dirais-je, la honte de la France telle que Paxton nous l'a imposée à partir des années 70, et avec lui aussi Marcel Ophuls du Chagrin et la Pitié, mais la théorie de ce qu'on appelle le glaive et le bouclier, à savoir que Pétain résistait à l'intérieur, c'est le bouclier, et que De Gaulle résistait à l'extérieur, c'est le glaive, et que ces deux résistances étaient coordonnées. Pétain et De Gaulle, c'est ça. C'est-à-dire que ils ont fait des choix différents qui étaient au départ complémentaires, je pense, même dans leur tête. C'est-à-dire le glaive et le bouclier. Pétain protège les Français et sauve les éléments fondamentaux de la France. Il tente de faire comme les Prussiens ont fait en 1806 après la défaite d'Iéna face à Napoléon. C'est-à-dire céder, se soumettre aux vainqueurs, parce qu'on est bien obligé, et reconstituer ses forces pour prendre sa revanche après. Si ces deux résistances sont coordonnées, à ce moment-là, ça veut dire que la droite traditionnelle et l'extrême droite ont toujours travaillé ensemble, ont le droit de travailler ensemble. Le Bnei Brit doit lever l'oukase d'interdiction de collaboration, on va dire, de la droite et de l'extrême droite, qui s'appelle l'arc républicain, et la droite peut gagner les élections, co-gérer la France, c'est-à-dire, on va dire, la droite libérale du Figaro là de Zemmour, et puis cette extrême droite on va dire désantisémitisée qui est l'extrême droite actuelle de Marine Le Pen sous la poussée de Collard et Ménard, et donc voilà pourquoi il faut que Pétain soit réhabilité. La droite donc dite républicaine n'a jamais osé s'allier au Front National. Je pense que c'est la première erreur historique de la droite. Je pense qu'elle aurait dû faire comme, ça fait 20 ans que je le dis, Nicolas le sait, Alain aussi le sait, qu'elle aurait dû faire comme François Mitterrand avec le Parti communiste. Je veux croire qu'avec un candidat de droite, c'est le candidat de droite qui sera devant Marine Le Pen. Et Marine Le Pen apportera ses voix. Il faut que Pétain soit réhabilité pour que les élections puissent se passer comme Zemmour y aspire, et comme ça s'est passé d'ailleurs à la signature de la nouvelle librairie. Nous sommes contre sionistes, sionistes d'ex-extrême droite et sionistes de droite libérale. Et l'extrême droite a enfin le droit de servir de force d'appoint à la droite sioniste libérale. C'est ce que Bousquet et ses petits camarades appellent aller au pouvoir, et que moi j'appelle aller au tapin ramasser des miettes, en sachant d'ailleurs, connaissant bien l'histoire, que ça finira comme en Ukraine, puisque en Ukraine, on a mobilisé l'extrême droite anti-Poutine pour punir la politique de Poutine en Syrie, et puis quand le sale boulot a été fait, ceux qui tiennent l'Ukraine actuellement, qui sont très marqués communautairement, qui sont en train de la dépecer économiquement, se sont débarrassés des néo-nazis, qui se plaignent d'ailleurs aujourd'hui, et ça a donné la sécession de la Crimée et la guerre du Donbass. Voilà. Donc je le dis bien à ces petits stratèges incarnés par Bousquet et ceux qu'il y a derrière. Je mets de côté de Benoît, qui je crois à qui on ne demande plus son avis, parce que je me doute bien qu'il n'a pas produit 40 ans de pensée de haut niveau, on va dire pagano-germanique, plus et de haut niveau intellectuellement, pour marcher aujourd'hui derrière Zemmour, qui n'est jamais qu'un journaliste de droite du Figaro, qui n'est pas plus un historien que Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut ou Onfray ne seraient des philosophes. Il faut avoir une bien piètre idée de l'histoire pour penser que Zemmour fait un travail historien. Il fait un travail d'idéologue et d'idéologue en mission, et en mission assez, je dirais, assez pressée et assez caricaturale.
Alors oui, ça c'est intéressant, comme Zemmour nous permet d'aborder un peu tous les sujets en ce moment. C'est le marqueur de la grande arnaque, de la grande bouffonnerie. J'ai remarqué l'autre jour que André Berkoff, que j'ai connu d'ailleurs à gauche et à la gauche antiraciste, je rappelle que c'est mon premier éditeur, l'éditeur de mon premier livre, Les mouvements d'expliquer aux parents. Je vois que Berkoff, l'autre jour, chez Hanouna, ce qui est aussi là un symbole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débats d'idées ne se passent plus comme il y a 30 ans chez Bernard Pivot, mais ils se passent chez Hanouna. Je vous reproche, Bernard-Henri Lévy, de ne pas voir, vous qui êtes un philosophe, vous auriez dû voir cette chose-là, parce qu'elle est très importante. C'est que toute époque, toute génération, sécrète son histoire. Et parce qu'elle sécrète son histoire, elle sécrète aussi sa justice. Pétain, faisait en 44, 95. Tu m'en vas, Berko. C'est que réfléchissez à ce que ça veut dire comme évolution de la France. Et il hurlait l'autre jour contre un journaliste absolument stupide de la bande d'Hanouna, que je veux même pas nommer, qui prétendait d'ailleurs qu'il fallait interdire Zemmour de tout média, voire le mettre en prison. Berkoff répondait très logiquement que la liberté d'expression était pour tous ou pour personne et qu'elle ne se divisait pas. La liberté d'expression, monsieur Verdez, elle ne se divise pas. Voilà. Parce que quand on commence, et au nom de qui, à enlever la liberté d'expression, on commence la dictature. Donc aujourd'hui, Zemmour incarne le combat pour la liberté d'expression face au politiquement correct. Ce qui est assez marrant, là, c'est que là, on est face à un serpent qui se mord la queue ou à des gens qui se sont pris les pieds dans le tapis, parce qu'il faudrait rappeler ce que c'est que l'effondrement de la liberté d'expression en France. La France était un pays de liberté d'expression, effectivement, ce qu'on appelait la tradition du pamphlet. Je rappelle qu'à l'époque où j'écrivais « Jusqu'où va-t-on descendre ?», je n'ai eu aucun procès. Aujourd'hui, j'aurai un procès par page. Et que la dernière fois que j'ai fait un livre un peu polémique et de bon niveau, qui était un dialogue avec Éric Nolot, j'ai parlé du désir d'adoption forcené de Pierre Berger, et ça m'a valu l'interdiction du livre par décision de justice et 17 000 € de condamnation. Voilà, pour vous dire, l'effondrement de la liberté d'expression en France, on l'a vu, on sait ce que c'est effectivement un phénomène réel et généralisé et inquiétant. Or, comment s'appelle en fait l'effondrement de la liberté d'expression ? Ça s'appelle la montée en puissance depuis 20 ans du politiquement correct, qui d'ailleurs vient des États-Unis. Et qu'est-ce que c'est que la structure du politiquement correct ? Le politiquement correct, c'est une idéologie qui dit qu'il y a des minorités opprimées par des majorités dans nos démocraties occidentales, puisque c'est ça dont on parle, et qu'il faut absolument protéger par la loi ces minorités opprimées de critiques qui leur vaudraient des persécutions physiques. Est-ce que ça rentre pas dans votre tête que la démocratie, ce n'est pas et ce n'a pas le droit d'être la dictature de la majorité contre des minorités. La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. Alors la grande matrice de la minorité opprimée qu'il faut protéger par des lois d'exception, d'une certaine manière, de la discrimination positive légale, c'est la communauté juive, je vous le rappelle. Il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus, c'était sur un plateau de télévision aussi, M. Guerlain avait dit « Ma mère travaillait comme une négresse, si les nègres ont jamais travaillé ». Eh bien, avec mon père, on avait appelé à une manifestation devant les boutiques Guerlain pour demander que M. Guerlain s'excuse de ses propos. Donc, c'est pas simplement pour les juifs, c'est pour les noirs. J'étais allé en prison pour les roms. Il est important, nous, en tant que juifs, que nous parlions contre le racisme. Justement pour rappeler qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit contre les noirs, contre les musulmans, contre les roms, on enlève ce mot et on met le mot juif, on a le discours des années 30 et on sait où ça a mené. Donc là, on est dans le serpent qui se mord la queue. C'est effectivement, si Zemmour aujourd'hui ne peut plus, comment dirais-je, avoir droit à une certaine liberté d'expression sur des sujets qui sont le retour à un certain identitarisme qui serait identifié comme racisme, c'est parce que la communauté dont il est issu a mis en place un système de censure absolument implacable qui est fondé entièrement sur le système de la Shoah tel que je l'ai décrit dans mon livre, qui est, je le rappelle, la religion de l'Empire qui permet de faire condamner pour blasphème, en dehors de toute discussion intellectuelle ou politique ou historique, quiconque s'oppose à l'idéologie dominante et au discours dominant. On parle de comment l'État d'Israël fait subir une violence aux Palestiniens. Moi, c'est de ça dont je parle. Oui, mais imaginez comment on est agressé.
On est plus que décontenance et on est agressé quand il y a un truc. Quand on entend moi, une je ne phrase comme pouvais ça, pas savoir. Voilà, on tremble. Moi, je tremble. Moi aussi. Tout de suite, je tremble. Ça se discute pas. C'est comme Forisson. Ça ne se discute Exactement. pas. Ces choses-là, c'est oui ou non, oui ou merde. Exactement. Et là, la seule chance de vous en sortir, c'est de dire excusez-moi. Bon, bah écoutez, je pense que je suis très loin d'avoir voulu dire ce que vous voulez me faire porter, mais donc je m'excuse si. Instrumentalisation. Ah bah voilà, très bien. Si Zemmour veut être cohérent et si André Berkoff, que j'ai connu plus inspiré, veut être cohérent, qu'il dénonce effectivement la matrice qui empêche la liberté d'expression et la matrice du politiquement correct, qui est la sacralisation de la Shoah, les lois mémorielles et toutes les lois antiracistes qui lui sont accolées. Alors Michel Onfray, je vois vraiment un parallèle avec Mélenchon. C'est vraiment c'est un faux philosophe. Je rappelle qui vient de la pensée libertaire la plus, je dirais, gauchiste bobo, pour se réintéresser récemment à la question sociale à travers un populisme de gauche qu'il est bien incapable d'articuler sur sa pensée philosophique. C'est du bricolage, il n'y a pas de pensée. Et là récemment, ressentant, on va dire, l'affaiblissement, voire l'effondrement de Macron, il s'est attaqué à un Macron affaibli pour se positionner lui aussi par le biais de ce qu'on appelle la censure promotionnelle en victime de la liberté d'expression bafouée. On m'a fait savoir que j'avais écrit une première lettre à Emmanuel Macron qui n'avait pas beaucoup plu. Donc j'en ai écrit une seconde, un peu plus vive, un peu plus ironique, un peu plus humoristique, un peu plus satirique. Et effectivement, depuis, j'ai franchement des portes qui se ferment. J'ai Marina Carrère d'Encausse qui fait savoir que, alors je dois venir parler... Qui ne vous a pas invité sur son émission. J'étais invité pour parler d'un AVC, de l'AVC dans une émission médicale et qui a fait savoir que, eu égard à cette lettre, elle décommandait. Et puis, il y a eu la même chose l'autre jour à la 5 où je suis arrivé, où on m'a dit désolé, finalement, il y a une censure, on ne peut pas vous enregistrer. Un journaliste... Ils vous ont dit il y a une censure. On m'a fait savoir que ça venait de haut et que l'émission était annulée. On voit bien aujourd'hui qu'il postule au poste de Zemmour de gauche. D'ailleurs, ça a été validé par une couverture, je crois, de Valeurs Actuelles, journal sarkozyste, libéral et sioniste s'il en est. Onfray, Zemmour, la censure, c'est un sujet qui monte en ce moment. Et ça tombe bien, ils sont tous les deux à la une de Valeurs Actuelles cette semaine avec les mêmes éléments de langage, le retour de la censure, comment le système... Oui, ils sont trois. Comment le système écarte les opposants. Alors, on ne sait pas trop de quel système parle Valeurs Actuelles, mais celui qu'on connaît bien, il leur donne pas mal de place depuis le début de l'année. Tu vois la liste des émissions dans lesquelles Onfray et Zemmour ont été invités. Et ces dernières heures, Yann, on l'a vu partout, Michel Onfray, sur toutes les chaînes info pour assurer le SAV de sa lettre. Onfray a compris effectivement qu'il y avait une mode populiste et une colère populiste aujourd'hui, et il a décidé de l'incarner en tant que, on va dire, opposant contrôlé à gauche, comme Zemmour serait l'opposant contrôlé à droite. Bien que Zemmour soit plus que l'opposant contrôlé, je pense qu'aujourd'hui c'est le nouveau leader de l'idéologie dominante, validé par l'Empire, et sa reposition récente, comme je l'ai dit, validée par Attali, compte tenu de ce qui s'est passé en Italie récemment et de ce qui va se passer en Allemagne demain, si je suis un peu prophète. Oui, ça c'était le raisonnement qui devait suivre, c'est que aujourd'hui on nous parle de censure insupportable en mettant en avant la figure de Zemmour, d'Onfray et de Tadei, obligés d'aller faire du journalisme en Russie pour pouvoir continuer à poser des questions en France. Et je rappelle que ces gens-là ne parlent jamais de la censure et de la violence incroyable que subit Dieudonné, qui lui n'est pas protégé par la police pour aller signer un livre dans une ex-librairie d'extrême droite, mais la police est mobilisée pour l'empêcher de jouer dans son théâtre et empêcher un public nombreux de venir l'applaudir. Je vis ma déportation dans la rue comme une promotion quelque part. Ben oui, vous êtes d'accord avec moi. Le clown que je suis sort de scène et s'installe sur un hôtel à poubelle. Voilà. Et pour ne pas parler de ma petite personne, je rappelle que j'en suis moi-même à 58 procès depuis 2004, à 250 000 € d'amende pour avoir continué effectivement à essayer de maintenir une liberté d'expression telle qu'elle était encore dans ma jeunesse et à mes débuts, c'est-à-dire dans les années 80. Le problème de la politique, c'est que c'est pas l'amour, c'est le partage du travail et des richesses. Et là, on est au-delà du problème de savoir si c'est les hommes ou les femmes. Le problème, c'est de savoir si c'est les riches
ou les pauvres, les exploiteurs et les exploités. Or, les 3/4 des féministes sont des exploiteuses, en plus d'être des femmes. Et elles ont beaucoup plus... de gauche et exploiteuse, voilà. Ça fait beaucoup pour vous. Elles ont beaucoup plus de pouvoir qu'un homme machiste musulman qui a été travailleur immigré pendant 30 ans et qui a passé sa vie au Sonacotra. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis je rappelle évidemment ce qu'a subi toute sa vie le professeur Forisson, qui a été agressé, insulté, persécuté à un point ignoble et contre qui on est obligé de faire voter une loi pour le faire taire, et que jamais ces tartuffes de la liberté d'expression ne citent le nom de Dieudonné, de Soral et bien sûr de Forisson quand ils mettent en avant, je dirais, la censure promotionnelle dont bénéficie Zemmour, Onfray, et bon, je ne mettrai pas Tadei tout à fait dans l'eau, mais je veux dire, ça, je pense que pour Tadei, ça va encore. Hein. Soral a fait une interview à Komsomolskaya Pravda, montrant comment Macron était un juif dominé par Rothschild, Washington et les sionistes du monde entier. Et il y a tout un ensemble, au fond, de vecteurs qui s'ajoutent pour, à droite comme à gauche, malheureusement parfois, pour dénier, au fond, toute légitimité à son élection. François Bousquet. Oui, les événements récents me permettent de mieux comprendre cet acharnement contre Tariq Ramadan, parce que je rappelle que si il est aujourd'hui avéré que Ramadan a une sexualité qui n'est pas terriblement coranique, mais je veux dire, ce qui s'exerce en France, c'est la loi française, pas la loi coranique, à savoir qu'il avait sans doute des maîtresses et qu'il était peut-être adepte un peu de pratiques sadomasochistes consenties. C'est Tariq Ramadan qui la contacte directement sur Facebook début 2013. Marie se sent d'abord flattée de cet intérêt, elle s'épanche sur sa vie personnelle. Cette mère de famille d'une 40aine d'années, musulmane, récemment divorcée, lui raconte son passé d'escort girl. Très vite, les échanges deviennent plus intimes. Un premier rendez-vous a lieu dans un hôtel de Bruxelles. Elle évoque alors une agression sexuelle violente. Une dizaine de rencontres suivront en France ou à l'étranger. Marie décrit des relations toujours très violentes, insultes, coups et humiliations. Tétanisée, elle affirme avoir tout accepté sous la contrainte et la menace, jusqu'à une dernière rencontre en juin 2014 où elle fait état d'une tentative d'étranglement. Elle décide alors de prendre ses distances. Alors après, c'est le problème de l'emprise psychologique, mais c'est autre chose. Enfin, tout ça pour dire qu'on ne peut pas accuser Ramadan de viol au sens pénal du terme. Hein. Quand une femme prétend que quelqu'un vous a violé 9 fois dans 9 rendez-vous successifs dans des chambres d'hôtel, c'est qu'on a vraiment changé profondément la définition du viol. Hein. On est passé aujourd'hui à une définition du viol rétroactif qui, je rappelle, aujourd'hui, dans un premier temps a touché Weinstein, c'est-à-dire les pratiques du showbiz hollywoodien et de ceux qui dominent le showbiz hollywoodien. Ça nous renvoyait plutôt à DSK, et puis que finalement la victime collatérale de cette tendance à balance ton porc a fait tomber Tariq Ramadan, qui, je le rappelle, était l'intellectuel francophone qui avait en charge ou qui avait pris en charge, on ne sait pas trop s'il a été mandaté ou si c'est une conquête qu'on doit à lui-même, la défense des musulmans, on va dire, européens. Monsieur Finkielkraut, ne pas occulter une réalité, ça ne veut pas dire la simplifier, la caricaturer. Votre appel est une caricature. Ah bon? Est une caricature. Et attendez, vous prenez une anecdote qui est une affaire réelle, contre laquelle il faut se positionner et dire non, et puis vous en tirez un principe. Attendez, vous êtes en train de dire à la France, le nouvel antisémitisme dans ce pays, ce sont les Arabes et les musulmans. Je crois qu'il a été jeté en prison abusivement, alors qu'il aurait dû juste être mis en examen pour des accusations de viol absolument pas démontrées et de moins en moins démontrables. Il a été mis en prison de façon totalement abusive pour ne pas pouvoir répondre aujourd'hui à l'offensive très violente que fait Zemmour contre les musulmans français. Car je rappelle que Zemmour n'attaque pas spécialement les migrants et la politique des migrants. Il attaque les Français d'origine immigrée de confession musulmane comme mauvais Français. Et je pense que le seul qui aurait pu lui répondre aujourd'hui avec des arguments et une stature à peu près, je dirais, de bourgeois lettrés, c'était Ramadan. D'abord, votre interprétation de votre propre histoire est sélective et partielle et partiale. Ce que vous dites de l'histoire de France, pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux, je vous ai cité Brodel. Non mais attendez, Brodel c'est la France, et Zemmour est son prophète, ça va pas ou quoi? Je dirais, qu'est-ce que c'est que ça? Des personnes comme vous et d'autres intellectuels en France déplacent la vraie question sur des questions totalement périphériques, comme si toute l'histoire de la France actuelle consistait à prendre des positions soit sur le foulard islamique, soit sur la burqa. Le vrai problème aujourd'hui en France, c'est pas celui-là.
Or, Ramadan ne peut pas répondre à Zemmour car il a été mis préventivement et très intelligemment en prison. Il est à Fleury-Mérogis comme violeur depuis des mois, depuis le mois de février, ce qui est absolument anormal. Il aurait dû être libéré depuis bien longtemps. Et donc je crois que l'incarcération de Ramadan faisait partie d'un plan global. Il fallait que, face aux attaques très violentes de Zemmour sur les Français de confession musulmane, il n'y ait pas d'intellectuels musulmans pour lui répondre. Car je rappelle aujourd'hui que le seul auquel on fait appel à défaut de Ramadan, c'est l'imam Chalgoumi, qui est une pure création du CRIF. D'utiliser Allah, d'utiliser les versets coraniques, d'utiliser la cause palestinienne pour avoir quelques jeunes, pour avoir quelques sous aussi. En général, la cause palestinienne, ça rapporte énorme. Je rappelle que c'est un type qui était fiché S, qui a un dossier de terrorisme, qui est un abruti fini et qui ne représente absolument pas les musulmans de France, mais qui représente les guignols et les pantins, les marionnettes que peut agiter le CRIF, qui a effectivement une marionnette dans chaque camp. Donc Zemmour explique aussi Ramadan aujourd'hui. Il y a effectivement un racisme blanc évident qui a à voir d'ailleurs avec l'idéologie du progrès. Je rappelle que dans la vision catholique du monde, nous sommes tous les enfants du Seigneur et que ça a donné effectivement la gestion française et royale et catholique du Canada français qui amène à Pocahontas. Ça a amené à la controverse de Valladolid qui a reconnu que les Aztèques et les Incas avaient une âme exactement comme les Européens. Donc je rappelle que le racisme est une idéologie qui a à voir avec les encyclopédistes, l'idéologie du progrès et qui a été intégralement incarné politiquement par la Troisième République de Jules Ferry. Jules Ferry reste la grande figure de cet impérialisme républicain. Il pensait qu'en effet, l'Europe occidentale, laïque, dans son cas, indépendamment de toute référence religieuse, représentait la modernité. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc, c'est pour rappeler que le racisme est une théorie raciale de gauche. Voilà, elle vient de la gauche scientiste, positiviste, droit de l'homiste et encyclopédiste. Le racisme anti-blanc, c'est une autre catégorie. Le monde noir, le monde africain n'a pas produit de pensée identique à la nôtre, on peut le déplorer, et donc n'a pas produit de théorie raciale qui aurait touché les blancs. Le racisme dans les sociétés primitives, c'est la théorie de l'homme et du non-homme, ce qu'on appelle le sauvage, c'est-à-dire celui qui n'est pas de la tribu ou de l'ethnie. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'Afrique, au niveau, à l'échelle bien inférieure à nos échelles à nous, qui sont des échelles nationales, voire continentales, est considéré comme non-homme, c'est-à-dire sous-homme, celui qui n'est pas de la tribu. Et donc, le racisme est pratiqué au niveau ethnologique, à l'intérieur même de toute l'Afrique. Donc, il n'y a pas de racisme noir produit, on va dire, contre les Blancs. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a, à cause de l'idéologie raciale blanche, une idéologie aujourd'hui du ressentiment anti-blanc, qui est une colère anti-blanche et une haine anti-blanche. C'est ce qui est exprimé par Ouria Boutelja du Pire ou par les types manipulés par Soros de Live Black Matter, je crois, qui a donné l'affaire Traoré. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la continuité, dans la lignée de personnes qui se sont battues. On sort de l'esclavage, on sort du colonialisme et aujourd'hui nous sommes là. Aujourd'hui, le sang de nos grands-parents, le sang de toutes les personnes qui ont combattu en France, leur sang coule et reste sur les murs et le sol français. Cette France nous appartient.
il y a un ressentiment anti-blanc, une haine anti-blanche, mais qui n'est pas un racisme équivalent ou inversé du racisme blanc qui dirait que les Noirs sont inférieurs. Ça pourrait exister à la limite chez Cheikh Anta Diop avec sa théorie de la civilisation noire égypto-nubienne, mais qui aujourd'hui est battue en brèche par toutes les analyses et les études plus récentes sur l'histoire du continent africain. Cheikh Anta Diop est un falsificateur de l'histoire. Cheikh Anta Diop part de l'idée suivante: l'égyptologie est une science raciste inventée par les Blancs. Les égyptologues auraient détruit les momies noires pour ne laisser que les momies blanches. Et les égyptologues n'auraient pas voulu accepter que l'Égypte ait pu être une civilisation noire. Cela choquait leur ego raciste blanc. Donc ils auraient mis en avant tout ce qui était blanc dans les représentations égyptiennes, et ils auraient écarté tout ce qui était noir. Et Cheikh Anta Diop va rechercher dans les représentations égyptiennes tout ce qu'il croit être noir pour dire: regardez, l'Égypte était noire. Mais donc on pourrait plutôt parler d'un ressentiment et d'une haine de la prétention à la supériorité blanche qui serait plutôt d'ailleurs l'expression d'un complexe d'infériorité et qui serait plutôt la validation par la colère et la haine parfois d'une certaine supériorité blanche qui s'exprimerait par le pouvoir politique, le pouvoir technicien, hein, c'est-à-dire par l'histoire récente. Donc je valide la thèse qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais il y a en revanche une colère et une haine anti-blanche qui serait plutôt l'expression d'une jalousie et d'un complexe d'infériorité. Je travaille en ce moment sur un séminaire, comme vous le savez, qui s'appelle Sociologie profonde, mais dont le sous-titre, qui est le vrai intitulé, c'est Réapprendre à penser. Je trouve qu'il y a un effondrement de la pensée occidentale depuis, on va dire, à mon avis, l'effondrement du système alternatif qui était le système hegeliano-marxiste, parce qu'on a jeté le bébé hegeliano-marxiste et la pensée dialectique avec le bain de l'effondrement de l'URSS. Et aujourd'hui, on montre beaucoup l'effondrement de la pensée à cause du métissage, de l'invasion migratoire des pays d'Afrique en recourant au QI. Je dis pas que c'est pas une réalité, mais en fait, on n'a pas vraiment eu besoin d'eux pour s'effondrer. Hein. Je veux dire, moi qui ai étudié sérieusement la pensée occidentale, je vois que depuis le milieu des années 80, le niveau d'exigence baisse terriblement, au point qu'on a pris d'abord Comte-Sponville, puis Ferry pour des penseurs, alors que ce n'étaient que des petits moralistes. Et aujourd'hui, on prend Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut pour des philosophes, alors que ce sont même pas des moralistes, ce sont des immoralistes. C'est les Juifs qui sont le trésor de Dieu, ou c'est la Torah qui est le trésor des Juifs? C'est la Torah qui est le trésor des Juifs, et c'est les Juifs qui sont le trésor des nations. Donc il y a un effondrement de la pensée occidentale, et moi j'essaye de renouer effectivement avec ce qui faisait notre supériorité, qui était la philosophie, c'est-à-dire la grande pensée occidentale qui ne réduit pas, la philosophie, qui est la science de la totalité, au moralisme bourgeois, au petit bourgeois. Donc, pour revenir à mon sujet, pourquoi la bourgeoisie de droite et l'extrême droite détestent Marx? Je le dis par une phrase assez provocatrice que j'expliciterai après, parce que sur la longue durée, Marx encule Hitler. Hein. C'est-à-dire que, on voit très bien que dans une société marchande capitaliste où les déterminations, et je dirais les surdéterminations sont essentiellement économiques, la question sociale et économique prime et surdétermine la question raciale. Hein. C'est-à-dire que si on accepte le moment, je dirais, de l'adolescence, qui est un moment assez physique et assez émotionnel, où effectivement les questions raciales peuvent en apparence primer, puisqu'on vit de l'argent de poche de ses parents, et on voit le délinquant noir de banlieue par rapport à l'étudiant en droit de bourgeois blanc d'Assas, vous voyez, sur la longue durée, je dirais que les connivences redeviennent des connivences économiques, et que le facho étudiant redevient avec l'âge un bourgeois qui maintient sa position bourgeoise par des pratiques économiques qui le fait marcher la main dans la main avec la haute bourgeoisie juive de la banque, et même, je dirais, une certaine bourgeoisie arabe, saoudienne, qatari et émirati. Vous voyez, c'est-à-dire que sur la longue distance, les logiques de classe priment sur les logiques raciales, et en fait une certaine extrême droite qui prétend aujourd'hui se rallier à Zemmour pour des questions, je dirais, raciales,
raciale, voire religieuse, en prétendant qu'ils sont des blancs chrétiens, alors qu'ils marchent avec un berbère juif, c'est parce qu'en fait, ils rejoignent à travers Zemmour une logique de classe et, je dirais, des intérêts de bourgeois dans une logique mondialiste néolibérale d'ailleurs, et pas du tout identitaire, régionale ou nationale. Je suis moins pessimiste que vous, Éric Zemmour, et pourquoi je suis moins pessimiste que vous? Parce que vous existez. Ça nous donne des raisons d'espérer. Je le redis en conclusion, sur la longue distance, Marx encule Hitler, et c'est pour ça qu'il ne supporte pas Marx, parce que Marx, par sa pensée, les remet à leur place de bons bourgeois prétendant être plus et autre chose. Et pour démontrer que j'ai raison par leur propre histoire, si j'avais tort, la doctrine sang et or des nazis aurait fait qu'à la fin, la monarchie anglaise aurait co-géré le monde avec Hitler, c'est-à-dire le monde thalassocratique avec le monde de l'Hinterland, et on aurait trouvé à Yalta la dépouille de Staline au pied de la triplette Hitler, Eisenhower, Churchill. Or, c'est l'inverse qui s'est passé, et c'est bien la preuve que, à un moment donné, quand la question a été posée à la famille d'Angleterre s'il fallait choisir entre la City et la race, c'est-à-dire nous sommes tous des anglo-saxons et la race dominante, nous anglais et allemands, marchant la main dans la main, et je vous laisserai embarquer votre armée à Dunkerque, la réponse de la famille royale d'Angleterre a été l'embastillement, à mon avis, de Rudolf Hess, et choisir la City, Wall Street et tout ce qu'il y avait derrière, contre effectivement le pauvre Hitler qui avait été naïf dans sa croyance que le sang primait sur l'or et que la race primait sur l'économique. Il en a rêvé, mais ce n'était plus la réalité de son époque. Je pense qu'il arrivait un peu comme Don Quichotte avec une époque et peut-être même une élégance de retard. Et il l'a eu in the baba, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes bien dans l'époque de la domination de l'or sur le sang. Et ça explique aussi parfaitement aujourd'hui le ralliement d'une certaine extrême droite à Éric Zemmour, parce que finalement il nous permet de boucler et de relier tous les sujets, ce brave Éric, que je salue au passage. Je crois que ça fait 8 bouquins sur moi. 8 bouquins écrits sur un type dont la pensée serait indigente et qui n'aurait, aucun intérêt. C'est beaucoup d'intérêt pour un type sans intérêt. Alors j'ai feuilleté ce bouquin, je l'avais demandé en service de presse, mais on me l'a pas envoyé, donc j'ai été obligé d'aller l'acheter, et je l'ai feuilleté. Alors ce bouquin qui prétend analyser la pensée d'Alain Soral, ce qui est intéressant, c'est que n'aborde à aucun moment aucun de mes livres. C'est-à-dire que on étudie la pensée d'un type qui a écrit, 13 bouquins, dont comprendre l'Empire vers la féminisation, sans jamais ouvrir aucun de ses livres. Ce qui est quand même déjà un aveu de crainte, voire d'impuissance et de malhonnêteté. Alors évidemment, ce bouquin ne s'intéresse qu'à mes saillies vidéo, mes saillies orales, c'est-à-dire ce que je fais devant vous en ce moment. Donc ils égrènent comme ça 5000 heures d'audition. Alors ils mettent bout à bout des tas de choses que j'ai dites, qui me paraissent d'ailleurs toutes parfaitement pertinentes. Ils en concluent à la fin qu'ils ne peuvent pas dire que je suis fou, car ils ne m'ont pas ausculté cliniquement. Il y aurait pu avoir aussi un biologiste dans leur groupe, ils auraient pu aussi me disséquer peut-être, mais enfin ils l'ont pas fait. Mais par contre ils en concluent que ma pensée est délirante, voire folle. Alors là on est dans la psychiatrisation qui nous renvoie, je dirais, aux heures les plus sombres du soviétisme en phase terminale, c'est-à-dire qu'un opposant est considéré comme fou quand on ne peut pas commenter ni critiquer sa pensée. Au fond, Soral ne pense pas. Il développe un propos unidimensionnel. Son discours s'autonomise de toute expérimentation empirique, dans une logique de construction d'un monstre ennemi avec lequel il lutte psychiquement. Ainsi libéré de la réalité, la parole s'emballe, tourne autour de thèmes récurrents, d'associations d'idées sans fondement, et la forme du discours vient refléter cette absence de limite. Il n'y a pas de scansion ni de ponctuation dans le langage soralien, seulement une tirade qui monte en intensité et en excitation durant des heures. Donc ma pensée est folle, et alors ce qui les étonne, c'est qu'elle soit autant suivie et appréciée, et pour ça ils n'ont pas d'explication. Par-delà l'analyse du cas individuel d'Alain Soral et de son discours, reste l'énigme d'un certain succès collectif et de la construction d'un public à son écoute. Comment est-il possible que ce discours, dans sa folie, soit devenu un phénomène dans la France des années 2000 ?
En quoi renseigne-t-il sur l'état de notre société et comment s'étaye-t-il sur ces mots ? Ces questionnements dépassent la visée de ce livre. Il nécessiterait sans doute un triple travail complémentaire. C'est pour vous dire comme ce livre est utile et comme je vous conseille de le lire et de l'acheter. Voilà. Donc je dis aux 4 guignols là, anonymes, qui sont restés anonymes parce qu'ils ont peur de la violence qu'ils pourraient subir de par ma personne. Ça aussi, déjà, c'est pour montrer le niveau de sérieux sociologique de ces gens-là. On connaît le rapport de force, on connaît qui sont les agresseurs et qui sont les agressés. Je rappelle que j'ai subi 4 ou 5 agressions en commando qui ont toutes été classées sans suite depuis 2004. La personne menacée en permanence, c'est moi. Et voilà. Donc ces 4 guignols-là ont pondu un énième bouquin qui est très flatteur. Ça veut dire que j'inquiète le pouvoir, ça veut dire que tout est utilisé contre moi, injures, coups sous la ceinture, délation, procès d'intention, mensonge, mais que par contre étudier ma pensée en ouvrant mes livres et en les étudiant sérieusement comme ce sera fait un jour, le jour où nous aurons repris le pouvoir, ça personne n'ose. Et c'est, je le dis, très flatteur. Merci encore. J'ai effectivement regardé le combat, puisque comme vous le savez, je suis instructeur de boxe anglaise. J'ai passé d'ailleurs mon diplôme, je le rappelle, pour certains menteurs qui me dénient même ce diplôme-là. Je l'ai passé à Buja en 2004 et ça a été confirmé par la Fédération française de boxe anglaise. Donc je suis instructeur fédéral de boxe anglaise et grand pratiquant également aussi de boxe française, comme vous le savez. Ceux qui ont des doutes sur mon niveau pratique ont qu'à venir m'essayer, comme on dit, il n'y a pas de problème, gentiment d'ailleurs. Donc je suis un spécialiste des sports de combat, j'aime beaucoup ça, et je suis le MMA qui est le sport de la modernité, le sport qui effectivement confronte les sports qu'on n'avait pas le droit de confronter avant, c'est-à-dire boxe pied-point, boxe anglaise et sport de lutte, lutte, judo, jiu-jitsu brésilien, et récemment dans la catégorie intéressante qui était la catégorie des poids légers, où les types sont mobiles et techniques, régnait McGregor, et là il vient d'être détrôné par, comment on va l'appeler, parce que j'ai du mal à prononcer son nom, Khabib. Voilà. Le sens c'est que McGregor vient du monde occidental et qu'il a, comment dirais-je, fait sien tous les codes de la vulgarité occidentale, c'est-à-dire la provocation, la conférence de presse vulgaire, les menaces, les attaques ad hominem. Proper 12, proper Irish whiskey from a proper Irish. That's what I'm talking about. We came here to have a buzz with this. Happy birthday, shot in the bus. I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. I'll tell you some buzz at parties. I never drink. You mad backwards cunt. You're dead when I get my hands on you, do you hear me? Sit. I'm gonna explain. Okay. Fake rat. About said, picture. fake respect out of fear. Okay. That's all these men are known for. They were chased from their land. They were chased from their land to the edge of cliffs. Fuck you! Il avait déjà fait la même chose face à Mayweather. C'était donc une dérive hooliganesque assez laide. Et de l'autre côté, on a, venant de l'Est, c'est-à-dire de l'Empire russe, de cet immense empire, un musulman qu'on nous présente comme tchétchène, mais qui est en fait du Daghestan, c'est juste à côté, et qui est donc un musulman daguestanais issu de l'Empire russe, qui vient, lui, non pas des sports de percussion, ce qu'on appelle les strikers, mais des grappeurs, c'est-à-dire du sambo, d'un sport spécifiquement russe, qui est de la lutte et de la percussion, d'ailleurs quelque chose qui est assez proche du MMA. Et on a vu là la domination assez intégrale, le provocateur et vulgaire McGregor, et je crois que c'est quand même une leçon. On a un monde de modestie, de morale et de valeurs, qui est très proche de la droite des valeurs, incarné par Khabib, face à un monde très dégénéré, très, à mon avis, assez laid qui montre un très mauvais exemple, notamment pour la jeunesse, qui est le monde dans lequel a sombré McGregor, pour l'argent. La scène se déroule à New York, en marge de l'UFC 223. Artem Lobov, ami proche de McGregor, est pris à partie par Nurmagomedov et son clan. En Irlande au moment des faits, Conor saute dans le premier avion et débarque dans les travées du Barclays Center pour faire justice à son protégé. Breaking news, Conor McGregor caught on video. Grabbed a steel dolly and smashed in a bus window. Because he sees an incident between a buddy of his, Artem, getting into it with Khabib. There was a warrant out for Conor McGregor's arrest. UFC superstar Conor McGregor was taken into custody.
Et la victoire de Rabib sur McGregor, eh bien, est une note d'espoir. Hein. C'est la victoire de l'Orient sur l'Occident. La victoire on va dire, de la modestie et des valeurs sur l'arrogance et la vulgarité. Et je me réjouis donc, bien que moi je sois plus striker que grappeur, de la victoire de Rabib, totalement méritée sur McGregor, qui d'ailleurs, pour exister encore un peu, a demandé une revanche. Et j'espère que cette revanche aura lieu. Et j'aimerais bien que McGregor tire les leçons de sa défaite. Il est parti très loin dans la vulgarité pour le pognon, dans l'agressivité inutile, en poussant d'ailleurs au hooliganisme, hein, et à la violence incontrôlée. Et je pense que le but des sports de combat est plutôt d'amener à la maîtrise de soi. N'oublions pas que ce qu'il y a derrière, c'est l'éducation de la jeunesse, et de la jeunesse mâle, pour aller, c'est la virilité et la force au service du bien. On est un peu dans comment dirais-je, la guerre des étoiles. Hein. Voilà, c'est la lutte contre l'empire du mal, hein, l'étoile noire, avec comment dirais-je, le Jedi. Hein. Voilà, tout ça, c'est pas pour rien d'ailleurs. C'est des films. Tout ça, c'est fait pour éduquer l'enfance. Hein, faut pas oublier, et les jeunes hommes, hein, les jeunes femmes d'ailleurs, accessoirement, et que ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. McGregor tire la jeunesse dans le mauvais sens, et je suis content pour ça qu'il ait été vaincu par Rabib, qui lui tire la jeunesse dans le bon sens. Oui, bah ça prouve bien que l'idéologie dominante au service de l'empire est en fin de course. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune réponse par rapport notamment aux critiques argumentées que je produis là devant vous, et que maintenant elle recourt à la loi des fake news, c'est-à-dire elle prétendrait interdire dans un premier temps en période électorale la contre-information de s'exprimer, non pas sur des critères sérieux qui seraient effectivement le niveau de validité, mais simplement en décrétant que par un argument d'autorité, effectivement, que cette contre-argumentation, que cette contre-information est de la fausse information, puisqu'elle n'est pas conforme à l'information dominante des médias dominants. Face à la multiplication des tentatives de déstabilisation, il est urgent d'agir. Les propositions de loi de lutte contre la manipulation de l'information y contribuent. Elles sont indispensables pour protéger la qualité et la vitalité du débat démocratique. Vous voyez, on est dans le sophisme intégral et dans la tautologie. Et ce qui est triste, c'est qu'un journal comme Le Monde adhère à ça. Les anciens médias de référence adhèrent à cette saloperie totalitaire, dont le but est de faire taire, je le rappelle, RT, Sputnik et Égalité et Réconciliation. Et je suis très fier de ce point de vue-là, parce que RT et Sputnik, ce sont des médias soutenus par une puissance étrangère qui est la Russie, tout le monde le sait, c'est pas honteux, alors que nous ne sommes soutenus que par nous-mêmes. Hein. Donc nous sommes la résistance, voilà. Mais je suis inquiet sur notre avenir, évidemment, puisque l'étau se resserre. Je rappelle qu'on a, après avoir existé grâce aux réseaux sociaux, puisque nous avions été virés des médias mainstream, nous sommes virés progressivement de tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, PayPal, que ce soit d'ailleurs les canaux de financement ou les canaux d'expression, et qu'aujourd'hui nous essayons de rebondir et de continuer à exister en ayant toujours un coup d'avance, en allant sur le Bitcoin, sur le blockchain, sur tout ce qui est médias et systèmes de paiement décentralisés, échappant soit au GAFA, soit au système SWIFT. Et de cette capacité de rebondir et d'aller toujours de l'avant vers l'indépendance et vers, la subversion réelle dépend, je dirais, notre survie. Hein, voilà. Nous continuerons à être l'avant-garde, nous en crèverons. Hein, voilà où on en est. Et face à cette alternative, je vous demande de nous aider à survivre et à d'incarner encore nous, parce que nous sommes presque les seuls, demain, la vraie alternative, la vraie critique, la vraie indépendance, la vraie liberté, la vraie subversion. Hein, voilà.